Saviez-vous que votre verre d'eau du matin, celui que vous buvez peut-être déjà depuis des années, pourrait être en train de travailler contre votre glycémie sans que vous ne le sachiez? Pas à cause de l'eau elle-même, mais à cause du moment où vous la buvez, de la façon dont vous la buvez, et de ce que vous y ajoutez, ou justement de ce que vous n'y ajoutez pas. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai mis des années à observer dans ma pratique, avant de comprendre à quel point ce détail, ce tout petit détail que tout le monde néglige, peut faire une différence réelle sur la stabilité du sucre dans le sang. Et je dis bien réel, pas imaginé, pas exagéré. Réel, mesurable, ressenti. Je m'appelle Sophie Laurent. Je suis médecin, diplômée de l'Université Paris-Descartes, et depuis 15 ans, j'accompagne des femmes et des hommes de plus de 60 ans dans leur rapport à la santé silencieuse. Ces maladies qui ne font pas de bruit. Ces dérèglements qui s'installent sans prévenir, pendant des années, pendant des décennies parfois, avant de se manifester brutalement. Le diabète de type 2 est l'une d'elles, et l'hydratation est l'une de ces pièces manquantes les plus ignorées. Installons-nous. Ce que nous allons traverser ensemble mérite votre pleine attention. Commençons par une question que je pose souvent à mes nouveaux patients lors de la première consultation. Une question simple, presque banale. Est-ce que vous buvez assez d'eau chaque jour? La réponse est presque toujours la même. Un sourire légèrement embarrassé, une hésitation. Puis, je crois que oui. Ou bien, j'essaie. Ou encore, avec une pointe de fierté, j'ai ma bouteille avec moi. Et pourtant, quand on creuse un peu, quand on demande quand, comment, quelle quantité, quelle température, quels accompagnements minéraux, le tableau se complique très vite. Parce que boire de l'eau, comme beaucoup de choses en médecine, est une action qui semble évidente jusqu'au moment où l'on comprend la mécanique fine qui se cache derrière. Le diabète de type 2 est aujourd'hui l'une des conditions métaboliques les plus répandues parmi les personnes de plus de 60 ans. Et quand je dis répandu, je veux dire profondément répandu. Plus d'un tiers des personnes dans cette tranche d'âge présentent soit un diabète avéré, soit ce qu'on appelle un état de prédiabète, c'est-à-dire une glycémie chroniquement élevée, qui n'a pas encore franchi le seuil clinique du diagnostic, mais qui est déjà en train de travailler sur les vaisseaux, sur les reins, sur les nerfs, sur les yeux. Ce que très peu de gens savent, c'est que l'eau joue un rôle direct dans la régulation de la glycémie. Pas comme un médicament, pas comme un traitement, mais comme un cofacteur physiologique essentiel. Un élément du contexte intérieur dans lequel l'insuline, cette hormone clé qui permet au glucose d'entrer dans vos cellules, peut travailler correctement ou non. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Et pour ça, je dois d'abord vous parler de ce qui se passe dans votre corps quand vous manquez d'eau, même légèrement, même imperceptiblement. Votre sang est composé d'eau à plus de 50%. C'est dans ce milieu liquide que circule le glucose, que voyage l'insuline, que s'effectuent tous les échanges métaboliques. Quand ce milieu se concentre, quand le volume d'eau disponible diminue, la concentration de glucose dans le sang augmente mécaniquement, même si vous n'avez rien mangé de sucré. Ce phénomène, on l'appelle l'hémoconcentration. Et il se produit chaque nuit pendant votre sommeil, chaque matin au réveil, et tout au long de la journée, si vous ne compensez pas les pertes hydriques de votre corps. Après 60 ans, ce mécanisme prend une dimension particulière. La sensation de soif s'émousse progressivement avec l'âge. Les récepteurs qui détectent la déshydratation au niveau du cerveau deviennent moins réactifs. Ce n'est pas un défaut de votre organisme. C'est une évolution biologique normale, mais elle a une conséquence très concrète. Vous pouvez être significativement déshydraté sans en ressentir le moindre signal d'alerte, sans avoir soif, sans que votre corps vous envoie le message qu'il en a besoin. Et pendant ce temps, silencieusement, votre glycémie grimpe. Vos reins, qui filtrent normalement l'excès de glucose, fonctionnent avec moins d'efficacité, faute d'eau suffisante. Vos cellules résistent un peu plus à l'insuline parce que les échanges transmembranaires nécessitent un milieu correctement hydraté pour se faire. Et votre pancréas, qui produit cette insuline, travaille dans des conditions moins favorables. Ce tableau, je le vois chaque semaine.
Des patients sérieux, disciplinés, qui mangent correctement, qui prennent leurs médicaments avec rigueur, qui marchent régulièrement et dont la glycémie continue malgré tout à se dérégler, à faire des pics inexplicables, à ne pas répondre aussi bien qu'avant au traitement. Quand je commence à explorer leur hydratation en détail, la pièce manquante apparaît presque toujours. Alors, je veux vous poser une question importante, et je vous demande d'y répondre mentalement, honnêtement, sans vous juger. Quand avez-vous bu votre dernier verre d'eau hier? À quelle heure? Dans quelles conditions? Était-ce avant un repas? Après? Pendant? Était-ce de l'eau froide? Tiède? En une grande gorgée? Ou lentement? Est-ce que vous avez pensé à boire avant même de ressentir la soif? Ou est-ce que vous avez attendu que la bouche devienne sèche? Ces questions ne sont pas anodines, elles dessinent votre profil hydrique quotidien, et ce profil influence directement, chaque jour, la façon dont votre glycémie se comporte. Maintenant, je vais vous parler des 3 grandes erreurs que je vois commettre le plus fréquemment. Non pas pour vous culpabiliser, mais pour que vous compreniez exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous quand ces erreurs se produisent. La première erreur est la plus universelle, c'est d'attendre d'avoir soif pour boire. Je vous ai expliqué pourquoi la soif est un mauvais guide après 60 ans. Mais il y a un aspect de cette erreur que je n'ai pas encore abordé et qui est particulièrement important pour les personnes qui surveillent leur glycémie. Au moment où la soif se manifeste, votre corps a déjà compensé plusieurs heures de déshydratation partielle en libérant ce qu'on appelle la vasopressine. C'est une hormone antidiurétique qui aide à conserver l'eau en réduisant la production d'urine. Mais la vasopressine a un effet secondaire métabolique important. Elle stimule la production de glucose par le foie. Ce mécanisme de survie, excellent pour nos ancêtres, devient un facteur de dérèglement glycémique dans notre vie quotidienne. Chaque fois que vous attendez d'avoir soif, votre foie a peut-être déjà libéré une dose supplémentaire de glucose dans votre circulation sanguine, sans que vous ayez mangé quoi que ce soit. La deuxième erreur est de boire trop vite, en grande quantité. Je comprends l'intuition derrière ce réflexe. On réalise qu'on n'a pas assez bu, on attrape un grand verre, on le vide rapidement, mais le tube digestif a une capacité d'absorption limitée dans le temps. Il peut absorber environ 200 à 250 millilitres d'eau toutes les 15 minutes environ. Au-delà de cette quantité, l'excès est éliminé très rapidement par les reins sans avoir eu le temps de participer à la régulation glycémique. C'est de l'eau gaspillée au sens physiologique du terme. De plus, une grande quantité d'eau ingérée rapidement peut diluer transitoirement les électrolytes sanguins, notamment le sodium, provoquant ce qu'on appelle une hyponatrémie relative qui peut générer des vertiges, de la fatigue, une sensation de confusion légère. Des symptômes qui ressemblent parfois à une hypoglycémie et qui peuvent créer des inquiétudes inutiles. La troisième erreur est peut-être la moins attendue, c'est de boire de l'eau trop froide, systématiquement. L'eau glacée déclenche une réaction vasculaire immédiate dans les vaisseaux de la paroi digestive. Ces vaisseaux se contractent sous l'effet du froid, réduisant temporairement leur capacité d'absorption. Pour quelqu'un dont l'objectif est une hydratation efficace et continue pour soutenir la régulation glycémique, cette réaction est contre-productive. L'eau tempérée, entre 20 et 25 degrés environ, est absorbée de façon plus homogène, plus complète, et elle ne provoque pas ce réflexe vasoconstricteur. C'est un ajustement minime dans votre quotidien, mais son impact sur la qualité de votre hydratation est réel. Ces 3 erreurs, attendre la soif, boire trop vite, boire trop froid, sont des habitudes profondément ancrées. Personne ne nous a jamais appris à nous hydrater intelligemment. L'eau est tellement présente, tellement accessible, que nous avons fini par croire que le simple fait d'en boire suffisait. Or, la façon dont nous buvons détermine en grande partie l'effet que cette eau aura sur notre métabolisme. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe dans votre corps quand l'hydratation est bien conduite. Et commençons par le moment le plus important de la journée, du point de vue glycémique. Le réveil. Pendant la nuit, vous avez perdu de l'eau. Par la respiration, par la transpiration, par les processus métaboliques qui continuent pendant le sommeil. Cette perte est silencieuse, invisible, mais réelle.
Vous vous réveillez chaque matin dans un état de déshydratation légère à modérée. Et c'est précisément au réveil que la sensibilité à l'insuline est naturellement à son niveau le plus élevé de la journée. C'est une fenêtre physiologique précieuse, une opportunité que la biologie vous offre chaque matin pour commencer la journée avec un métabolisme glucidique favorablement orienté. Si vous laissez passer cette fenêtre, si vous vous précipitez vers le café avant tout, si vous différez l'hydratation d'1 heure ou 2, vous ratez ce pic de sensibilité insulinique. Votre glycémie matinale monte un peu plus qu'elle ne le devrait. Le cortisol du réveil, qui est normalement transitoire, maintient ses effets hyperglycémiants un peu plus longtemps. Et votre journée commence sur un terrain légèrement déséquilibré. En revanche, si dès le réveil, avant toute chose, vous buvez un grand verre d'eau tempérée, 250 à 300 ml, vous amorcez une transformation métabolique simple mais puissante. Vous commencez à réhydrater votre sang. Vous diluez la concentration glycémique accumulée pendant la nuit. Vous fournissez à vos reins le liquide dont ils ont besoin pour filtrer activement. Et vous offrez à votre insuline un milieu de circulation plus favorable pour faire son travail. Si vous ajoutez à cette eau une petite pincée de sel marin non raffiné, la valeur de ce geste augmente encore. Le sel marin non raffiné contient, en dehors du sodium, du magnésium, du potassium et des oligo-éléments naturels. Ces minéraux sont des cofacteurs essentiels de la sensibilité à l'insuline. Le magnésium en particulier joue un rôle crucial dans l'activation des récepteurs cellulaires à l'insuline. Sans magnésium disponible en quantité suffisante, même si votre pancréas produit suffisamment d'insuline, les cellules ne l'entendent pas correctement. Elles résistent. Et cette résistance, c'est précisément ce qui caractérise le diabète de type 2 dans sa mécanique fondamentale. Je précise, car cette question revient souvent, que le sel marin non raffiné de qualité, consommé en toute petite quantité comme une pincée dans un verre d'eau, n'est pas à confondre avec un apport excessif en sel alimentaire. Nous parlons ici d'une quantité infime, principalement utile pour ces minéraux accompagnateurs. Les personnes hypertendues ou ayant des restrictions médicales spécifiques en sodium doivent bien sûr en parler à leur médecin avant d'adopter cette habitude. Mais dans le contexte d'une utilisation raisonnée et minimale, c'est un apport minéral naturel, pas un sel de cuisine. Une alternative, ou un complément que j'apprécie beaucoup, est l'ajout de quelques gouttes de citron frais dans ce verre du matin. Le citron, malgré son goût acide, a un effet alcalinisant sur le milieu intérieur après métabolisation. Il soutient la digestion et apporte de la vitamine C, ainsi que des flavonoïdes qui participent à la protection de l'endothélium vasculaire. Pour les personnes qui gèrent une glycémie, cette protection vasculaire n'est pas un détail, car c'est précisément sur les vaisseaux que le sucre en excès exerce ses effets les plus délétères à long terme. Passons maintenant au deuxième temps fort de l'hydratation glucorégulatrice, celui qui est peut-être le plus sous-estimé, et dont l'efficacité a été documentée dans plusieurs études cliniques, le verre d'eau avant les repas. Environ 15 minutes avant de vous mettre à table, buvez un petit verre d'eau, environ 150 ml. Pas plus. Ce geste prépare le terrain digestif de plusieurs façons simultanées. Il stimule la production d'enzymes digestives, notamment la lipase et l'amylase. Il humidifie la paroi gastrique et ralentit légèrement la vidange gastrique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le contenu de l'estomac passe dans l'intestin grêle. Et c'est cette vitesse de vidange qui détermine en grande partie la rapidité avec laquelle le glucose des aliments passe dans votre circulation sanguine. Quand la vidange gastrique est plus lente, la courbe glycémique post-repas est plus plate, plus douce, moins en pic. L'insuline n'a pas besoin de produire une réponse massive et rapide. Elle peut travailler de façon progressive, économique, efficace, et pour un pancréas qui vieillit et dont la capacité de sécrétion insulinique diminue progressivement avec l'âge, ce bénéfice est considérable. Ce petit verre d'eau avant le repas est, en quelque sorte, un amortisseur glycémique naturel. Des études ont montré que les personnes qui adoptent cette habitude de façon régulière réduisent leur pic glycémique post-prandiaux de façon mesurable, sans aucun changement dans leur alimentation. Bien sûr, je ne prétends pas que l'eau remplace une alimentation équilibrée. Mais combinée à une alimentation raisonnée, elle amplifie l'effet des bons choix alimentaires de façon souvent surprenante.
Parlons maintenant du troisième pilier de cette approche, celui qui concerne l'hydratation pendant l'activité physique. Je sais que certains d'entre vous ont des habitudes d'exercice régulières, une marche quotidienne, du vélo, de la natation, du jardinage, et je sais aussi que beaucoup d'entre vous boivent principalement après l'effort, une fois rentrés chez eux, une fois qu'ils ressentent la soif. C'est une erreur que je veux corriger avec douceur. Pendant l'exercice physique, même modéré, vos muscles utilisent le glucose comme carburant. Ils ont besoin d'eau pour effectuer ces échanges énergétiques. Si l'hydratation est insuffisante pendant l'effort, le transport du glucose vers les muscles se fait moins bien. La sensibilité à l'insuline dans le muscle, qui augmente normalement de façon remarquable pendant l'exercice, l'un des effets les plus puissants de l'activité physique sur le métabolisme, est partiellement compromise. La règle que je donne à mes patients est simple. Ne pas attendre la fin de l'effort pour boire. Prendre de petites gorgées régulières, 100 à 122 ml toutes les 15 minutes d'activité, maintient le volume sanguin stable, évite les fluctuations glycémiques pendant l'effort et protège les cellules musculaires contre le stress oxydatif généré par l'exercice. Et voici une astuce que beaucoup de mes patients ont adoptée avec enthousiasme. Ajoutez dans leur eau d'effort une légère pointe de cannelle en poudre, environ 1 demi-gramme pour 250 ml. La cannelle est une épice dont les propriétés en matière de sensibilité à l'insuline ont été étudiées sérieusement. Des revues de littérature médicale ont montré qu'une consommation régulière et modérée de cannelle peut améliorer la réponse cellulaire à l'insuline et contribuer à une légère baisse de la glycémie à jeun. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une solution miracle. Mais c'est un allié naturel simple, accessible, agréable au goût et parfaitement compatible avec une approche de prévention intelligente. Le quatrième moment de l'hydratation que je considère comme fondamental, c'est le soir, avant le coucher. Et c'est souvent celui que les gens négligent le plus. Car après dîner, le réflexe est plutôt d'arrêter de boire pour ne pas être dérangé la nuit. Je comprends cette logique. Et elle peut être adaptée sans que vous ayez à vous lever plusieurs fois dans la nuit. La clé est de boire ce verre du soir environ 30 minutes avant de vous coucher, en petites gorgées lentes, et d'y intégrer du magnésium sous forme de complément alimentaire, environ 200 mg, citrate de magnésium ou bisglycinate de magnésium, deux formes particulièrement bien absorbées par l'organisme. Le magnésium est l'un des minéraux les plus déficitaires dans la population âgée. Ses rôles dans la régulation glycémique sont multiples et documentés. Il participe à la transduction du signal insulinique, c'est-à-dire à la façon dont la cellule entend et répond à l'insuline. Il régule l'activité du transporteur de glucose GLUT4, celui qui permet au glucose de pénétrer dans la cellule musculaire. Et il favorise un sommeil profond et réparateur, ce qui est directement lié à l'équilibre glycémique, car le manque de sommeil est l'un des facteurs les plus puissants de résistance à l'insuline connus à ce jour. Pendant le sommeil, votre corps effectue un travail de régulation métabolique intensif. Il recalibre la glycémie. Il régénère les cellules bêta du pancréas, celles qui produisent l'insuline. Il équilibre les hormones. Et tout ce travail nocturne nécessite un milieu hydraté et minéralisé. Ce verre du soir avec magnésium, c'est littéralement du carburant pour la régulation glycémique nocturne. Je veux maintenant aborder quelque chose que j'estime important parce que c'est une réalité que mes patients vivent et que personne n'aborde assez clairement dans les discours de prévention. Il existe des ennemis silencieux de la bonne hydratation, des habitudes très courantes qui semblent inoffensives mais qui sabotent en profondeur l'équilibre hydrique et glycémique. Le premier, vous le connaissez, vous l'aimez, et je ne suis pas là pour vous l'enlever. C'est le café. Mais je veux vous expliquer exactement ce qu'il fait quand il est bu à jeun avant toute hydratation. Le café, pris sur un estomac et un corps encore déshydraté du matin, stimule la sécrétion de cortisol. Et le cortisol, en plus de ses effets vasculaires que j'ai évoqués dans d'autres contextes, a un effet direct sur la glycémie. Il stimule la production de glucose par le foie, un mécanisme qu'on appelle la néoglucogenèse hépatique. C'est un mécanisme de survie prévu pour nous fournir de l'énergie rapidement en situation de stress. Mais déclenché chaque matin par le café à jeun, il contribue à faire grimper la glycémie matinale avant même que vous n'ayez pris votre premier repas.
Je ne vous demande pas de renoncer au café. Je vous demande simplement de l'intégrer dans le bon ordre. D'abord l'eau du réveil avec ses minéraux, ensuite un petit repas, ou au moins quelques aliments, et seulement après, le café. Dans ce contexte posé sur un bol alimentaire et une hydratation préalable, le cortisol libéré par la caféine est bien mieux tamponné. Et les effets neuroprotecteurs et antioxydants du café, qui sont réels, peuvent s'exprimer sans surcharger votre glycémie matinale. Le deuxième ennemi silencieux, ce sont les boissons sucrées, même celles qui prétendent hydrater. Je pense aux jus de fruits industriels, aux boissons aromatisées, aux sodas, même light. Permettez-moi d'être très clair sur ce point. Ces boissons ne remplacent pas l'eau dans le processus de régulation glycémique. Le sucre qu'elles contiennent, même sous forme de fructose présentée comme naturelle, crée des pics d'insuline qui, répétés chaque jour, contribuent à l'épuisement progressif du pancréas et à l'augmentation de la résistance insulinique. Et les édulcorants des boissons light, bien qu'ils ne contiennent pas de calories, modifient le microbiote intestinal d'une façon qui peut paradoxalement augmenter la résistance à l'insuline sur le long terme, selon des travaux récents. Si vous aimez une boisson un peu plus intéressante que l'eau plate, l'eau gazeuse naturelle sans sucre ni édulcorant est une excellente alternative. Vous pouvez l'agrémenter de quelques gouttes de citron, de quelques feuilles de menthe fraîches ou même d'une tranche de concombre, ce que j'appelle l'eau vivante, une eau qui a du goût, qui donne envie d'être bue, mais qui reste physiologiquement propre et métaboliquement neutre. Le troisième ennemi, plus inattendu, c'est l'excès d'eau très pure, distillée ou hyper filtrée, consommée seule, sans aucun apport minéral. Cette eau, paradoxalement, peut perturber l'équilibre électrolytique de votre organisme en diluant les minéraux circulants. Et ces minéraux, sodium, potassium, magnésium, calcium, sont indispensables à la fonction insulinique. Une eau trop pauvre en minéraux, consommée en grande quantité, peut créer un déficit électrolytique progressif qui se traduit par de la fatigue, des crampes et une sensibilité à l'insuline diminuée. Si vous utilisez un filtre à eau chez vous, assurez-vous qu'il ne supprime pas tous les minéraux. Et si vous avez des doutes, la pincée de sel marin dont nous avons parlé dans le verre du matin est une façon simple et efficace de réintroduire ces minéraux essentiels. Je veux maintenant vous parler de la quantité d'eau qui vous convient personnellement. Parce que la fameuse règle des 8 verres par jour est une simplification qui ne tient pas compte de la réalité individuelle de chaque corps. Voici la formule que j'utilise en consultation. Multipliez votre poids en kilogrammes par 30 millilitres. Un adulte de 70 kg a besoin d'environ 2 litres et 100 millilitres d'eau par jour. C'est la base, à laquelle vous ajoutez 500 millilitres pour chaque heure d'activité physique soutenue. Et davantage encore si la chaleur est importante, si vous êtes exposé au soleil ou si vous avez de la fièvre. Si vous prenez des médicaments diurétiques, comme certains antihypertenseurs ou certains traitements du diabète qui augmentent l'élimination urinaire de glucose, vos besoins hydriques sont légèrement supérieurs. Dans ce cas, utilisez plutôt la formule de 35 ml par kilogramme comme base de calcul. Et l'indicateur le plus fiable de votre état d'hydratation, celui que je recommande à tous mes patients parce qu'il est gratuit, toujours disponible et très précis, c'est la couleur de vos urines. Un jaune très pâle, presque transparent, indique une excellente hydratation. Un jaune moyen signifie que vous pouvez boire un peu plus. Un jaune foncé ou ambré est un signal clair de déshydratation. Et des urines transparentes comme de l'eau peuvent indiquer une surhydratation, boire trop rapidement, ce qui, comme nous l'avons vu, peut diluer les électrolytes. Pour beaucoup de mes patients, le principal obstacle à une bonne hydratation n'est pas le manque de volonté. C'est l'oubli. On est occupé. On est absorbé par ce qu'on fait. Et les heures passent sans qu'on pense à boire. Une solution très simple que j'encourage est d'avoir une bouteille réutilisable de 700 ml à portée de vue en permanence. Non pas pour la vider d'un coup, mais comme rappel visuel constant. L'avoir suffit à déclencher le geste. Et si vous la remplissez 3 fois dans la journée, matin, après-midi, soirée, vous atteignez votre objectif journalier sans avoir à y penser en permanence. Je vais maintenant répondre à quelques questions que mes patients me posent très régulièrement, parce que je sais que lorsqu'on commence à modifier une habitude, des doutes surgissent.
et ils méritent des réponses claires. La première question que j'entends souvent est « Si je bois plus, vais-je me lever la nuit et perturber mon sommeil ?» C'est une préoccupation légitime, surtout pour les personnes qui ont déjà des nuits fragiles. La réponse est que si vous répartissez bien votre hydratation pendant la journée, avec un pic en début de matinée et une réduction progressive en fin de journée, le verre du soir étant pris suffisamment tôt, vous n'augmentez pas nécessairement les levées nocturnes. Le corps a une capacité remarquable à réguler la production d'urine pendant le sommeil sous l'influence de la vasopressine, précisément quand l'hydratation de fond est correcte. Paradoxalement, les personnes chroniquement déshydratées ont souvent plus de levées nocturnes que celles qui s'hydratent bien, parce que la déshydratation irrite la muqueuse vésicale. La deuxième question fréquente est « Puis-je suivre cette approche si je prends des médicaments pour le diabète ou l'hypertension ?» La réponse est oui, dans l'immense majorité des cas. Cette façon de s'hydrater n'interfère pas négativement avec les traitements médicamenteux. Elle peut même en améliorer l'efficacité en créant un milieu intérieur plus favorable. Si vous prenez des inhibiteurs SGLT2, ces médicaments du diabète qui augmentent l'élimination du glucose par les urines, une bonne hydratation est d'autant plus importante pour protéger vos reins. Si vous avez une maladie rénale chronique, discutez de la quantité optimale avec votre néphrologue, car les recommandations peuvent différer selon le stade de la maladie. La troisième question est « Combien de temps avant de voir une différence ?» C'est celle que je préfère, parce qu'elle traduit une vraie motivation. Les premiers signes se font généralement sentir en quelques jours. Moins de fatigue en milieu de matinée. Une glycémie post-repas un peu plus stable. Une sensation générale d'être moins lourd, moins alourdi. Sur plusieurs semaines, avec une pratique régulière, les effets sur l'hémoglobine glyquée, ce marqueur à long terme du contrôle glycémique, peuvent devenir mesurables. Mais soyons précis, ces effets sont des compléments bénéfiques à un traitement médical global. Ils ne remplacent pas votre suivi médical, vos médicaments si vous en prenez, ni une alimentation équilibrée. Ce que je veux que vous reteniez, fondamentalement, c'est ceci. Le diabète de type 2 après 60 ans n'est pas une fatalité biologique avec laquelle il faut simplement apprendre à cohabiter de façon passive. C'est un dérèglement métabolique complexe sur lequel vous avez une influence réelle. Et cette influence s'exerce à travers des dizaines de petits gestes quotidiens, de petites décisions, de petits ajustements, dont certains sont tellement simples que leur puissance en paraît presque incroyable. Boire un grand verre d'eau tiède avec une pincée de sel marin non raffiné au réveil, avant le café, avant toute chose. Boire un petit verre d'eau 15 minutes avant chaque repas. S'hydrater régulièrement et par petites gorgées pendant l'activité physique. Et terminer la journée avec un verre d'eau et du magnésium avant de dormir. Ces 4 gestes ne demandent ni argent, ni effort particulier, ni compétences médicales. Ils demandent simplement de la régularité et la compréhension de ce qui se passe dans votre corps quand vous les faites. Et c'est précisément pour ça que je passe autant de temps à expliquer les mécanismes plutôt que de simplement donner des consignes. Parce que quand on comprend pourquoi quelque chose fonctionne, on trouve la motivation de le faire. Pas par peur, par intelligence, par respect de son propre corps. Votre corps, à 60, 65, 70 ans et au-delà, est un organisme d'une sophistication extraordinaire. Il a traversé des décennies. Il a compensé, adapté, résisté. Il mérite qu'on l'accompagne avec la même intelligence et la même patience qu'il a déployée pour vous accompagner jusqu'ici. Je suis le docteur Sophie Laurent. Et si une seule chose change dans votre façon de vous hydrater après ce que nous avons partagé ensemble aujourd'hui, si demain matin vous commencez par ce grand verre d'eau avant votre café, alors cette conversation aura eu la valeur d'une consultation. Prenez soin de vous, vraiment, avec douceur et constance.